Mémoire collective où les gens ont des souvenirs, ont vécu des moments précis de leur enfance. Et si l'homme que l'on dit presque ruiné était en réalité un millionnaire que personne ne regarde vraiment? C'est par cette question dérangeante que commence notre histoire. Une phrase qui heurte, qui trouble, qui force à écouter. Car depuis des mois, une petite bombe médiatique circule. Frédéric François, l'icône romantique, l'idole de plusieurs générations, ne toucherait qu'une retraite dérisoire. Quelques centaines d'euros par mois. À peine de quoi payer des pâtes, disait-il avec humour. Alors, faut-il y voir la fin d'un mythe, le déclin discret d'une star que l'on croyait à l'abri, ou bien autre chose, quelque chose que l'on ne nous montre pas? Dans les émissions, il sourit. Il plaisante, il parle de simplicité, de modestie, de cette vie presque ordinaire qu'il n'a jamais vraiment connue. À l'écran, il ressemble à un homme comme les autres, un artiste vieillissant, encore debout grâce à la passion. Et le public, ému, s'incline, parce que nous aimons ces histoires-là, celles des idoles qui restent humbles, qui traversent le temps sans arrogance, qui chantent l'amour et vivent simplement. Mais derrière ce portrait attendrissant se cache un paradoxe, car au même moment, loin des plateaux de télévision, une autre réalité se dessine. Des propriétés à plusieurs millions d'euros, des ventes immobilières discrètes, des droits d'auteur jalousement conservés, un contrôle total sur son œuvre, et surtout une fortune patiemment construite, à l'abri des projecteurs. Alors qui est vraiment Frédéric François en 2025 ? Un chanteur presque pauvre, survivant grâce aux tournées, ou un stratège silencieux qui a transformé l'amour en empire ? Ce contraste, presque cruel, est le cœur de notre récit. D'un côté, l'image publique d'un homme simple, presque fragile, qui évoque sa petite retraite avec autodérision. De l'autre, les chiffres, les biens, les contrats, les décisions financières qui racontent une histoire radicalement différente. Et c'est là que naît le malaise. Non pas parce qu'il serait riche, la réussite n'a jamais été un crime, mais parce que cette richesse est invisible. Parce qu'elle contredit le récit que nous avons appris à aimer, parce qu'elle nous oblige à poser une question que l'on évite trop souvent. Combien de vérités se cachent derrière les apparences? Frédéric François n'a jamais été un homme de scandale. Pas de yacht tapageur, pas de montres exhibées, pas de réseaux sociaux transformés en vitrines de luxe. Son élégance est feutrée, presque à l'ancienne. Le genre d'opulence que l'on ne devine qu'en regardant de très près. Et peut-être est-ce justement pour cela que le choc est si grand, car quand il confie à la télévision qu'avec sa pension il ne pourrait même pas s'offrir du fromage pour ses pâtes, l'émotion est réelle. Le public compatit. On se dit, même les légendes peuvent tomber. Mais en coulisses, une autre histoire se murmure. Celle d'un homme qui n'a jamais laissé son destin financier entre les mains des autres. Celle d'un artiste qui, dès le début, a compris une chose essentielle. La vraie richesse n'est pas ce que l'on dépense, mais ce que l'on contrôle. Ce premier mensonge, ou plutôt cette première demi-vérité, est le fil que nous allons tirer ensemble. Car en suivant ce fil, nous allons découvrir non seulement comment Frédéric François a bâti sa fortune, mais aussi ce qu'il a peut-être perdu en chemin. Des alliances, des amitiés, une part de son image, et peut-être même une part de l'innocence que ses chansons nous promettaient autrefois. Aujourd'hui, il continue de remplir des salles mythiques. Les foules chantent encore ses refrains, les roses tombent toujours au pied de la scène. Et pourtant, dans l'ombre, une autre musique se joue, celle des contrats, des droits, des propriétés, des conflits. Alors, avant d'aller plus loin, posons la seule question qui compte vraiment. Frédéric François est-il l'homme simple qu'il montre, ou le maître discret d'un empire que personne n'ose regarder en face? Pour comprendre comment Frédéric François a pu bâtir, loin des projecteurs, une fortune que presque personne ne soupçonnait, il faut revenir à ses débuts, bien avant les villas, bien avant les tournées triomphales, bien avant même que son nom ne devienne une signature dans la variété francophone, il y avait un jeune homme né Francesco Baracato, fils d'immigrés siciliens, porté par une seule obsession, chanter l'amour comme on n'ose plus le faire. À la fin des années 60, ses premiers succès font vibrer la France et la Belgique. Des chansons simples, directes, presque naïves, mais d'une sincérité désarmante. « Laisse-moi vivre ma vie, je t'aime à l'italienne ». Dans un monde qui se modernise à toute vitesse, Frédéric François incarne une permanence rassurante, la fidélité aux émotions, aux mélodies,
a une certaine idée de la romance. Le public l'adopte. Les salles se remplissent. Les disques se vendent. Mais là où beaucoup d'artistes de sa génération se laissent porter par le succès, lui observe, il écoute, il apprend. Il comprend très tôt que la gloire est un feu capricieux. Elle réchauffe, puis elle brûle, et souvent elle s'éteint, sans prévenir. Autour de lui, les exemples s'accumulent, des carrières fulgurantes, puis l'oubli. Des idoles d'hier qui, faute d'avoir protégé leur œuvre, dépendent désormais des maisons de disques ou des décisions d'autrui. Frédéric François, lui, refuse cette dépendance. Discrètement, sans jamais en faire un discours public, il prend une décision qui changera toute sa trajectoire. Garder le contrôle, créer sa propre structure, conserver ses droits, être non seulement l'interprète de ses chansons, mais aussi leur propriétaire. À une époque où beaucoup d'artistes signent des contrats cédant presque tout, lui choisit l'indépendance, non par défi, mais par lucidité. Ce choix ne fait pas de bruit. Il ne fait pas la une des journaux. Il ne séduit pas les caméras. Mais il transforme lentement sa carrière en quelque chose de bien plus solide qu'une simple succession de succès. Chaque chanson enregistrée devient un actif. Chaque album, un pilier. Chaque concert, une preuve que le lien avec le public n'est pas un souvenir, mais une réalité vivante. Et puis il y a cette capacité rare à se réinventer sans se trahir. Alors que beaucoup de chanteurs de sa génération disparaissent des programmations, Frédéric François continue. À plus de 70 ans, il sort encore de nouveaux albums. Il modernise ses arrangements sans renier l'âme de ses mélodies. Il se produit à l'Olympia, au Cirque Royal, dans des salles où les billets s'arrachent en quelques heures. Ce n'est plus seulement de la nostalgie, c'est la preuve qu'il reste pertinent. Dans les interviews, il parle de passion, de travail, de cette nécessité presque vitale de monter sur scène tant que le public répond présent. Tant que les gens viennent, je continue, confie-t-il. Et le public y voit un homme mu par l'amour de la musique. Mais derrière cette phrase se cache aussi une autre réalité. Chaque tournée, chaque représentation nourrit un système qu'il a lui-même bâti. Un système où l'artiste ne se contente pas de chanter, mais où il décide. Ce qui frappe, avec le recul, c'est la cohérence de cette trajectoire. Rien de tapageur, rien d'ostentatoire, pas de déclaration grandiloquente sur l'argent ou le pouvoir. Seulement une succession de choix prudents, presque modestes en apparence, mais redoutablement efficaces. Frédéric François ne cherche pas à dominer l'industrie, il cherche à ne dépendre de personne. Et c'est là que se dessine le portrait d'un homme bien différent de l'image populaire du chanteur sentimental. Derrière la voix chaude et les refrains d'amour se cache un esprit stratégique, presque austère, qui comprend que la vraie sécurité ne vient pas des applaudissements, mais de la maîtrise de son œuvre. Peut-être est-ce pour cela qu'il peut aujourd'hui plaisanter sur sa retraite dérisoire. Parce qu'il sait que ce chiffre, aussi choquant soit-il, ne raconte qu'une infime partie de son histoire. Parce qu'il sait surtout que sa véritable richesse n'est pas visible sur une fiche de pension. Ainsi s'est construite, pierre après pierre, une ascension silencieuse. Non pas celle d'un homme avide, mais celle d'un artiste qui a choisi de protéger ce qu'il crée. Une ascension sans scandale, sans excès, mais d'une efficacité redoutable. Et pourtant, ce n'est encore que le début du mystère. Car si sa carrière explique sa longévité, elle ne suffit pas à comprendre l'ampleur de ce qu'il possède réellement aujourd'hui. Si l'on s'en tenait aux apparences, Frédéric François serait aujourd'hui un artiste respectable, mais fragilisé par le temps. Un homme qui continue à chanter par passion, parce que la musique est toute sa vie. Et pourtant, derrière cette image presque fragile, se cache une réalité autrement plus solide. Une architecture financière patiemment bâtie, loin du bruit, loin des flashs, loin des fantasmes du show business. Le cœur de cette fortune, ce ne sont pas les villas ni les voitures, ce sont les chansons elles-mêmes, plus de 350 titres enregistrés au fil de 5 décennies. Un catalogue immense, vivant, qui continue de générer des revenus jour après jour, chaque diffusion à la radio, chaque écoute en streaming, chaque compilation, chaque licence à l'étranger, tout cela lui appartient. Là où tant d'artistes ont cédé leurs droits pour un succès immédiat, lui a choisi la lenteur, la durée, la propriété. C'est une richesse silencieuse, presque invisible,
pas de coffre-fort débordant de billets, mais un flux régulier, discret, qui tombe année après année. On ne l'entend pas, on ne le voit pas, mais il est là, fidèle, inépuisable. Une musique qui ne s'arrête jamais de rapporter. À cela s'ajoutent les concerts. Pas des tournées tapageuses, mais des rendez-vous choisis dans des salles mythiques. L'Olympia à Paris, le Cirque Royal à Bruxelles. Des lieux chargés d'histoire où autant, où son public, fidèle et souvent mûr, vient non par mode, mais par attachement. Chaque billet vendu, chaque programme, chaque rencontre privilégiée contribue à une économie parfaitement maîtrisée. Et surtout, à la différence de beaucoup de ses pairs, Frédéric François contrôle une large part de ses revenus. Pas d'intermédiaire superflu, pas de contrat opaque. Ce qu'il chante, il le possède. Puis, il y a la pierre, l'immobilier, ce territoire où tant de fortunes se consolident dans le silence. Pendant plus de 20 ans, il a vécu dans une villa perchée sur les hauteurs d'Antibes, face à la Méditerranée. Une maison baignée de lumière, avec piscine à débordement, terrasse ouverte sur la mer, jardin parfumé de lavande et d'oranger, un lieu presque irréel, à la fois refuge, atelier de création et symbole d'une réussite que l'on ne criait jamais. En 2023, cette villa est vendue pour environ 3 millions d'euros, un prix que certains jugent même en dessous de sa valeur réelle. Presque au même moment, un autre bien disparaît de son patrimoine, un appartement de luxe à Tenerife, aux Canaries, face à l'océan. Là encore, pas d'annonce tapageuse, pas de communiqué, juste des transactions discrètes, comme si l'on tournait une page sans vouloir faire de bruit. Et lorsque des estimations commencent à circuler, elles surprennent. 10, peut-être 15 millions d'euros de patrimoine. Une somme qui inclut le catalogue musical, les revenus de droit, les ventes immobilières, les liquidités. Rien d'extravagant pour une star planétaire, mais tout à fait vertigineux pour l'homme que l'on croyait presque pauvre à la télévision. Ce contraste est troublant. D'un côté, un artiste qui parle de pâtes sans fromage, de l'autre, un empire construit sur des décisions stratégiques mûrement réfléchies. Et c'est précisément là que naît l'inconfort. Non pas parce qu'il serait riche, le succès est une récompense légitime, mais parce que cette richesse est cachée derrière un récit de modestie, comme si deux vies coexistaient, celle que l'on montre et celle que l'on protège. Pourquoi ce choix du silence ? Pourquoi cette discrétion presque obstinée ? Peut-être parce que Frédéric François n'a jamais voulu être perçu comme un homme d'argent, peut-être aussi parce qu'il a compris très tôt que l'exposition attire autant la convoitise que l'admiration. Alors il a préféré le retrait, la réserve, l'élégance de ceux qui n'ont rien à prouver. Mais toute construction, aussi solide soit-elle, porte en elle ses fragilités. Car à mesure que sa fortune se révélait par bribes, une autre histoire commençait à émerger. Une histoire moins lumineuse, des conflits, des procédures, des voix qui s'élèvent depuis l'ombre. Pendant des décennies, Frédéric François a cultivé une image presque immaculée, celle d'un chanteur du peuple, fidèle à ses fans, éloigné des scandales, étranger aux excès qui ont englouti tant de carrières. Mais à partir de 2022, un frémissement se fait sentir, d'abord imperceptible, puis de plus en plus audible, comme si, derrière le velours des chansons d'amour, quelque chose se mettait à grincer. La première secousse est silencieuse, mais lourde de symboles. La rupture avec son manager historique, l'homme qui l'accompagnait depuis plus d'un demi-siècle. 50 ans de collaboration balayés sans explication publique. Pas de communiqué, pas de justification. Dans les coulisses, on parle de désaccords profonds, de visions qui ne coïncident plus. Pour ceux qui connaissent l'industrie, ce genre de séparation n'est jamais anodin. Elle marque souvent la fin d'un équilibre patiemment construit. Puis viennent les premières voix dissonantes. Un photographe de longue date, Patrick Carpentier, affirme que certaines de ces images ont été utilisées sans autorisation, sans rémunération. Des photos à poser sur une plaque commémorative en Sicile devant la maison d'enfance du chanteur. Un détail en apparence. Mais dans le monde du droit d'auteur, chaque détail compte. Derrière cette affaire se profile une question plus vaste, la rigueur contractuelle d'un artiste qui a toujours voulu tout contrôler. Et soudain, l'histoire prend une tournure plus sombre. Un homme, David, ancien fan, devenu collaborateur, sort de l'ombre. Pendant des années, il aurait travaillé pour l'entourage de Frédéric François. Gestion des réseaux sociaux, merchandising, coordination logistique, sans contrat, sans salaire,
avec la conviction, dit-il, que son dévouement finirait par être reconnu. En 2023, il saisit la justice pour faire reconnaître un travail dissimulé. L'accusation est lourde. Elle ne concerne plus une simple querelle d'image, mais le cœur même des relations professionnelles. David n'est pas seul. D'autres témoignages émergent, des bénévoles, des fans, des personnes qui affirment avoir donné de leur temps, parfois des années, au nom de la proximité avec l'artiste. Pour certains, c'était une preuve d'amour. Pour d'autres, avec le recul, une forme d'exploitation masquée par la gratitude. Le mot est dur, il heurte l'image que le public s'est forgée. Autour de ces accusations, le silence de Frédéric François est assourdissant. Pas de démenti public, pas d'excuses, pas de conférences de presse. Il continue à chanter, à donner des interviews centrées sur la musique, comme si la scène restait un refuge, un territoire où rien ne pouvait l'atteindre. Mais dans les médias, les titres se succèdent, scandale, fans exploités, l'envers du décor. La légende commence à se fissurer. Faut-il y voir la chute d'un homme trop longtemps idéalisé ? Ou bien le prix à payer pour une indépendance farouche, exercée sans garde-fou juridique ? Ses défenseurs parlaient d'une organisation artisanale, d'un artiste qui s'est entouré de passionnés plutôt que de professionnels, par fidélité, non par calcul. Ses détracteurs, eux, évoquent un contrôle excessif, une volonté de tout maîtriser, y compris au détriment des autres. Ce qui est certain, c'est que l'image du chanteur humble et proche du peuple ne sort pas indemne de ces révélations. Pour un public qui a grandi avec ces chansons, le choc n'est pas financier, il est moral, ce n'est pas la richesse qui trouble, mais la possibilité d'une trahison de la confiance. Dans le monde feutré des icônes de la variété, où l'on préfère souvent les silences aux aveux, cette affaire agit comme une ombre portée. Elle ne condamne pas, elle n'absout pas non plus, elle interroge, et elle nous force à regarder autrement celui que l'on croyait connaître. Quand le rideau tombe, quand les projecteurs s'éteignent, et que les journaux cessent de parler, il reste l'homme. Non pas l'icône, non pas le stratège, mais Frédéric, simplement. Et c'est peut-être là que se trouve la part la plus méconnue de son histoire. Depuis plus de 50 ans, il partage sa vie avec la même femme, Monique. « Ma première fan », dit-il souvent avec un sourire tendre. Ensemble, ils ont traversé la célébrité, les tournées interminables, les séparations imposées par le métier. Ensemble, ils ont aussi connu l'épreuve la plus cruelle, la perte de jumeaux lors d'une fausse couche, un silence dans la famille dont ils parlent rarement, mais qui affleure parfois dans ses mots. « La vie reste belle », répète-t-il. Une phrase simple, presque banale, mais qui sonne comme une victoire sur la douleur. Le dimanche, loin des scènes et des interviews, la maison se remplit de voix. Enfants, petits-enfants, rires autour de la table. Les repas sont des rituels. Du poisson, des pâtes, un parfum de Sicile qui ne l'a jamais quitté. Frédéric ne joue pas au patriarche flamboyant. Il écoute, il observe, il savoure ces instants comme on protège un trésor fragile. Pour lui, la réussite n'a jamais eu de sens si elle ne pouvait pas être partagée dans l'intimité. C'est dans ces moments que se révèle sa conception la plus intime du luxe. Pas celui que l'on affiche, pas celui que l'on collectionne, mais celui que l'on ressent, le temps choisi. La liberté de dire non, la possibilité de se lever sans agenda imposé, de marcher le long de la mer, de griffonner quelques mots dans un carnet, de fredonner une mélodie, sans penser au marché ni aux chiffres. Il aime la Côte d'Azur, même après avoir vendu ses propriétés. Il y revient presque chaque été, loge chez des amis, loue parfois une maison. Le soleil, dit-il, lui est vital. Il se lève tôt, nage, puis s'assied à l'ombre d'un arbre avec un livre à la main. Des biographies, des romans historiques, toujours sur papier. Cela m'aide à rester ancré, confiait-il un jour. L'après-midi appartient à la famille, le soir à la marche, aux pensées, aux notes griffonnées. C'est ainsi que naissent encore ces chansons. Pas dans des studios luxueux, mais dans le mouvement, dans la lumière, dans la vie. Même son rapport aux objets reflète cette philosophie. Sa voiture n'est pas un trophée, mais un confort. Sa garde-robe, élégante sans être ostentatoire. Pas de logo, pas d'excès. Une montre classique, son alliance, parfois une paire de lunettes offerte par un vieil ami. Ceux qui s'attendent à découvrir un collectionneur de yachts ou de montres rares sont déçus. Son luxe est discret, presque invisible, comme s'il avait appris, au fil des années, que ce que l'on montre finit toujours par nous posséder. Et pourtant, derrière cette simplicité choisie, il y a une solitude particulière. Celle des hommes qui ont trop longtemps porté seuls leurs décisions.
celle de ceux qui ont voulu rester indépendants, coûte que coûte. L'indépendance est une victoire, mais elle isole, elle oblige à se méfier, elle pousse à tout contrôler. Peut-être est-ce là l'autre face de son empire. Un pouvoir construit pour se protéger, mais qui, parfois, éloigne des autres. Car le vrai prix de la liberté n'est pas seulement financier. Il est humain. Combien de relations se sont effritées sur le chemin? Combien d'amitiés ont été sacrifiées au nom de l'autonomie? Combien de silences ont remplacé les dialogues? Ces questions, Frédéric François ne les formule pas publiquement, mais elles traversent son histoire comme une ombre discrète. À 75 ans passés, il ne définit plus le luxe par la surface d'une villa, ni par le montant d'un compte. Il le définit par l'essentiel. Choisir ses journées, rester fidèle à sa musique sans pression, protéger ce qu'il aime, marcher encore au bord de la mer avec ses petits-enfants, en fredonnant de nouvelles mélodies. Ce luxe-là n'apparaît sur aucune déclaration de patrimoine. Il ne se vend pas, il ne s'achète pas, il se construit, lentement, souvent au prix de renoncements invisibles. Au terme de ce voyage, une évidence s'impose. Frédéric François n'est ni le vieil artiste presque démuni que certains plateaux de télévision ont laissé croire, ni le magnate flamboyant que l'on pourrait imaginer en découvrant l'ampleur de son patrimoine. Il est autre chose, un homme qui a transformé l'amour en œuvre, l'œuvre en propriété et la propriété en indépendance. Un parcours sans éclat-tapageur, mais d'une cohérence implacable. Sa vie ressemble à l'une de ses chansons, simple en surface, complexe en profondeur. D'un côté, une image publique façonnée par la tendresse, la fidélité, la proximité avec un public qui a vieilli avec lui. De l'autre, une mécanique patiemment construite, faite de droits d'auteur conservés, de décisions immobilières calculées, d'un contrôle presque total sur sa production artistique. Deux récits qui coexistent, deux vérités qui ne se contredisent pas, mais qui ne se rencontrent que rarement. Et c'est précisément dans cet écart que se loge la question la plus inconfortable. Avons-nous besoin que nos idoles soient simples pour continuer à les aimer? Supportons-nous l'idée qu'un chanteur de l'amour ait aussi été un stratège de l'ombre? Ou bien préférons-nous la fable rassurante d'une modestie sans fissure, même si elle ne raconte qu'une partie de l'histoire? Les affaires judiciaires, les témoignages de collaborateurs, les silences médiatiques ont assombri l'image d'un artiste que l'on croyait à l'abri de toute controverse. Rien n'est encore tranché, la justice suit son cours. Mais au-delà des verdicts, une chose est certaine, la réussite n'est jamais neutre. Elle a un coût, parfois financier, souvent humain, toujours moral. Être maître de son œuvre, c'est aussi assumer les conséquences de cette maîtrise. Pourtant, il serait trop simple de réduire Frédéric François à une opposition entre le chanteur du cœur et l'homme de pouvoir. Ce qui traverse son parcours, de la Sicile à l'Olympia, des ballades romantiques aux décisions stratégiques, c'est une quête, celle de ne dépendre de personne, de rester libre dans un monde où tant d'artistes finissent prisonniers de contrats, de modes, de dettes ou d'oubli. Cette liberté, il l'a payée cher. En renoncement, en rupture, en soupçon, peut-être aussi en solitude. À l'heure où tant de célébrités exposent chaque détail de leur richesse, de leurs objets, de leurs plaisirs, Frédéric François choisit le retrait. Pas par honte de ce qu'il possède, mais par fidélité à ce qu'il est devenu. Un homme pour qui le luxe n'est plus une vitrine, mais un espace intérieur. Le temps choisi, le silence accepté, la possibilité de dire non, la mer au petit matin, la table familiale le dimanche, le carnet dans la poche, où naissent encore des chansons. Alors, que reste-t-il une fois la légende décortiquée? Il reste une trajectoire singulière, à la fois inspirante et dérangeante. Inspirante parce qu'elle montre qu'il est possible de vieillir dans ce métier sans se renier, en conservant son œuvre et sa voix. Dérangeante parce qu'elle nous rappelle que la liberté se construit parfois au détriment des autres et que l'indépendance peut créer des angles morts. Et maintenant, c'est à vous de juger. Le vrai luxe, est-ce d'être aimé par des millions ou de rester maître de sa vie, quitte à être incompris? Faut-il choisir la lumière de la scène ou l'ombre protectrice de la liberté? Si cette histoire vous a touché, interrogé ou même bousculé, dites-le nous. Laissez votre avis en commentaire. Que feriez-vous à sa place? Si vous avez aimé cette plongée dans l'envers du décor, pensez à liker et à partager cette vidéo autour de vous.
Et pour ne manquer aucune de nos histoires sur les grandes fortunes, les vies secrètes et les choix qui changent un destin, abonnez-vous dès maintenant. Car derrière chaque légende se cache une vérité plus complexe. Et parfois ce sont ces vérités-là qui nous en apprennent le plus, sur eux, mais aussi sur nous-mêmes.